Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Parlons de ce qui se passe en ce qui a trait aux séries dans l'actualité de la NFL. Voici Renaud Bourbonnais. Depuis qu'il a gradué de l'Université d'Ottawa en 2019, il est une sommité en ascension dans le monde des médias. Statisticien, descripteur, animateur pour RDS et RDS.ca, il est membre fondateur du podcast Le Tailgate. Il a le football comme champ d'intérêt. Voici Renaud Bourbonnais. En compagnie de Renaud, parlons de l'arrivée possiblement ou plus probable avec les Giants de John Harbaugh. C'était le gars le plus prisé, n'a pas tardé. J'étais un peu étonné que ça se fasse aussi rapidement, mais je suis sûr que les Giants ont allongé les millions pour s'assurer l'arrivée de John Harbaugh. Avec toi, pour toi, c'est un bon fit? Ouais, ben écoute, John Harbaugh avait demandé 20 millions par année. Il obtient 100 millions sur 5 ans. Donc, ouais, tout un contrat pour lui. Je suis d'accord avec toi, par contre, sur un point. Je trouve que ça s'est fait vite. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'entrevues. Je pensais qu'il pourrait aller à gauche, à droite, parler à tout le monde. On le sait, des fois, il y a des retardataires aussi au niveau des congédiements. Puis finalement, il saute sur l'opportunité à New York, qui n'est pas un vilain choix, j'ai envie de te dire, parce que tu regardes cette équipe-là, il y a de bons jeunes qui ont fait du travail. Bon, un Malik Neighbors qui s'est blessé cette année, mais qui est un talent énorme au poste de receveur. Tu as des jeunes en attaque, Jackson Dart, Cam Scatterbout, qui vont devoir continuer de se développer, qui vont devoir s'améliorer sous John Harbaugh, mais quand même, c'est des projets intéressants. Puis après, tu regardes en défense, un gros front défensif avec les Dexter Lawrence, les Brian Burns, Kayvon Thibodeau, on verra ce qui arrivera avec Thibodeau. Abdul Carter également, qui a eu une bonne deuxième moitié de saison en tant que recrue. Et puis tu te dis, ben, il y a du talent sur cette équipe-là. Donc, avec un bon repêchage, avec une bonne période des agents libres, en passant, l'arrivée de John Harbaugh va aider là, pour le marché des agents libres. Certainement. Ben, je me dis, cette équipe-là, elle pourrait, là, il y a un scénario, elle pourrait être compétitive puis se battre pour une place en éliminatoire l'an prochain. Maintenant qu'on a enlevé John Harbaugh sur la liste des candidats disponibles, est-ce que Kevin Stefanski est celui qui a la plus grosse marge de manœuvre, a l'embarras du choix? Est-ce qu'il est le candidat le plus prisé, selon toi? J'ai envie de te dire que oui, surtout que pour moi, Kevin Stefanski était vraiment pas le problème avec les Browns de Cleveland. Il l'a fait avec ce qu'il avait aussi. On a complètement détruit son attaque quand on a montré la porte à Baker Mayfield pour faire place à Deshaun Watson. Bon, on connaît la suite des choses. Ça a été une catastrophe totale. Un carrousel au poste de carrière. Pas beaucoup de talent en général dans l'attaque des Browns là, au cours de ces années-là, à peu près toutes les positions de talent. Donc, moi, oui, Kevin Stefanski, je trouve que c'est un candidat de luxe en ce moment au niveau de la NFL. Et si je peux me permettre d'en plugger un autre que j'aime beaucoup, c'est le coordonnateur défensif des Vikings, Brian Flores, qui a déjà été entraîneur-chef à Miami, qui est tout un chef d'orchestre en défense. On a vu son travail, ce qu'il avait fait avec les Dolphins, justement, mais surtout avec le Minnesota au cours des dernières années. Puis quand on parle d'entraîneurs qui pourraient être un fit à long terme pour une équipe, par exemple les Steelers de Pittsburgh, qui n'ont pas l'habitude de congédier leurs entraîneurs, qui gardent leurs entraîneurs pendant 20-30 ans, mais j'ai l'impression que Brian Flores pourrait être un candidat de choix. À suivre. En tout cas, c'est de l'actualité, ça va tenir tout le monde sur le bout de leur siège pour encore un bon bout. Il y a beaucoup de postes disponibles. Sur le terrain, maintenant, il y aura évidemment les séries qui vont se poursuivre. Si on faisait le portrait de ces rendez-vous-là, les Broncos reposés qui vont recevoir les Bills. Déjà là, les Bills qui auront deux des cibles de choix de Josh Allen qui seront indisponibles dans ce match-là. Gabe Davis, mais également Tyrell Shavers. Mais par moi, dans l'ensemble, est-ce que les Bills ont vraiment une prise contre eux dans ce match-là ou tu vois d'autres choses qui pourraient favoriser les Bills? Non, écoute, ça va être un match difficile. Ça, c'est sûr et certain. Là, c'est deux excellentes équipes. Mais moi, ce que j'ai vu toute l'année de la part des Broncos de Denver, c'est une équipe qui, oui, a gagné beaucoup de matchs. À un certain point, on en a même gagné 10 d'affilée. Mais c'est aussi une équipe qui avait de la difficulté à enfoncer le dernier clou dans le cercueil, que ce soit contre les bonnes équipes, que ce soit contre les mauvaises équipes, parce qu'on l'a vu contre les Raiders à un certain point cette saison. On a de la difficulté à aller chercher le toucher supplémentaire qui met le match de portée. Donc, on donne toujours la chance à l'autre équipe en fin de match de se rattraper. Finalement, notre excellente défense ferme la porte, mais on joue avec le feu. Moi, j'ai l'impression que dans un match contre les Bills, puis peu importe l'absence des receveurs dont tu as parlé à Buffalo, qui n'a déjà pas un grand groupe de receveurs, mais peu importe avec ça, si tu donnes le ballon dans les 2 dernières minutes à Josh Allen avec l'opportunité de gagner le match, moi, j'ai l'impression qu'il peut le faire contre à peu près n'importe quelle, en fait, contre n'importe quelle équipe. Donc, dans ce match-là, je prends les Bills dans un match chaudement disputé
à bas pointage. Je vais surveiller cependant la pression à Josh Allen parce que n'oublions pas que les Broncos ont 68 du quart. C'est un sommet dans la NFL. Exact. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir capitaliser sur cet aspect du jeu à surveiller. Puis Bo Nix, certainement un bon test. Dans l'autre rencontre, 49ers Seahawks. Seahawks, selon plusieurs, l'équipe favorite pour remporter le Super Bowl. Mais on a quand même affaire à une équipe qui s'est quand même très bien débrouillée. Le fait qu'on n'a pas George Kittle empêche-t-elle l'attaque de la formation des 49ers? Ben, c'est sûr et certain, c'est un morceau tellement important de leur attaque. Et en plus, on a appris aujourd'hui que Fred Warner, leur secondaire étoile, peut-être le meilleur pur secondaire de la NFL, qui aurait pu effectuer un retour au jeu, finalement, ce ne sera pas le cas cette fin de semaine contre les Seahawks. Alors ça, c'est sûr et certain que ça fait mal. Déjà qu'il y a beaucoup de blessés dans la défense des 49ers. C'est la défense qui a obtenu le moins de sacs du corps cette année. C'est une défense qui ne provoque pas beaucoup de revirements non plus, celle des 49ers de San Francisco. Il faut se ramener juste à la semaine 18 dans un match où les deux équipes se sont disputées le sommet de la conférence nationale et les Seahawks avaient fait qu'une seule bouchée là, des 49ers, leur avaient accordé seulement 3 points. Je pense que ça va être un peu plus serré cette fois-ci, mais je vais quand même donner l'avantage aux Seahawks à la maison. Toute une histoire, celle des Seahawks. Une grosse puissance, puis il m'a dit une affaire, on le vend dans les voiles. Ce ne sera pas facile pour les 49ers. Dimanche, dans l'AFC, les Texans contre les Patriots. Grosse défensive, les Texans, mais les Patriots à domicile. Puis j'ai surtout hâte de voir l'affrontement entre deux des quarts de l'avenir, CJ Stroud et évidemment Drake May. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été facile pour l'attaque des Texans la semaine dernière contre les Steelers. La défense a marqué 2 touchés, ça nous a aidé à aller chercher la victoire. Dans un match qui, il faut se rappeler, même si la marque finale n'était pas serrée, elle était 7-6 après 3 quarts. Donc c'était un match serré jusqu'au 4e quart. J'y vais encore avec les Texans cette semaine, même s'ils sont sur la route. La ligne à l'attaque des Patriots, elle manque de talent, elle manque de profondeur également, mais surtout, elle ne protège pas bien Drake May. Je sais que Campbell, notre choix de première ronde, a fait un retour au dernier match, mais c'est une recrue. Il n'est pas parfait, il y a encore des apprentissages à faire, même si c'est un bon joueur. Et là, en plus, le fait d'avoir raté 4 semaines d'activité avant ça, je trouve que c'était difficile pour lui la semaine dernière. J'ai l'impression que Will Anderson et Daniel Hunter vont avoir beaucoup de plaisir sur la ligne défensive là, des Texans. Si tu as à choisir entre les deux, tu choisis CJ Stroud ou Drake May? Je pense que j'irai avec Drake May. Ouais. J'ai vraiment été impressionné par ce qu'il a fait cette année. Par contre, j'aimerais revoir CJ Stroud avec une bonne ligne à l'attaque parce que depuis 2 ans, c'est le principal problème des Texans. C'est difficile de faire une évaluation du joueur quand, justement, il est constamment sous pression, joue derrière une des pires lignes à l'attaque. Je donnerais un petit avantage à May. J'ai l'impression que le côté mobile là, qu'il a en lui est un peu plus agile là, que Stroud sur table. Est-ce que Stafford a définitivement le MVP ou May, qui était dans la discussion, est encore dans la discussion? Ben, tu sais, c'est sûr que là, les votes ne tiennent pas compte des séries éliminatoires. Fait, alors là, on aurait pu les différencier peut-être. Ceci étant dit, pour moi, Matthew Stafford a vraiment mis une grosse saison sur pied. Il a été meneur dans la plupart des catégories importantes de statistiques. Et surtout, le fait que c'est un joueur en fin de carrière comme ça, qui n'a jamais eu le titre de MVP, qui n'a jamais même été vraiment dans la course pour le titre de MVP au cours de sa carrière, j'ai l'impression qu'on va donner un certain avantage, là, peut-être inconsciemment un peu, mais à Stafford dans cette idée-là de se dire ça n'aurait pas de bon sens que ce joueur-là termine 100 saisons de joueur par excellence. Et ça me fait penser, Nicolas, d'ailleurs, à une année où on avait donné le trophée Norris à Drew Doughty, qui n'en avait jamais gagné un. Et entre toi et moi, celui qui aurait dû gagner, c'était Eric Carlson. Oh, là, tu brasses la soupe, mon cher ami. On pourrait faire une spéciale là-dessus. Dans la dernière série, dans la NFC, les Rams contre les Bears, l'offensive contre la défensive, Caleb Williams contre Drew Stafford, à part de ça. Parle-moi cet affrontement-là. Les Bears, avec les éléments en leur faveur, ont-ils le dessus sur les Rams? Ben moi, je leur ai donné le dessus dans mes prédictions. En tout cas, j'ai pris les Bears. J'ai l'impression que les Rams, les dernières semaines de la saison régulière, puis ça s'est vu un peu aussi dans le match de la semaine dernière contre les Panthers, il y a quelque chose qui cloche en attaque. Tout n'est pas aussi parfait que ça l'a été pendant, disons, les 3 quarts, un peu plus que les 3 quarts de la saison régulière. Le retour de Davante Adams, bon, oui, il a été impliqué dans le match, mais on le voit qu'il n'est pas à 100% non plus sur le terrain. Donc, je me demande comment est-ce que ça va rebondir cette semaine, tout ça, au niveau des receveurs des Rams. Mais si je me penche du côté des Bears, j'ai l'impression qu'on était très nerveux en première demi contre les Packers la semaine dernière. Il y a eu des décisions douteuses aussi en 4e essai de Ben Johnson. Mais en deuxième demi, on a vu qu'on avait chassé toute cette nervosité-là. Et on a vu aussi à quel point
Soldier Field peut devenir bruyant dans un match important quand l'attaque adverse est sur le terrain. Donc, écoute, j'espère voir un match serré jusqu'à la toute fin, mais j'espère voir un Soldier Field déchaîné pour ce match. Oui, tout à fait. Puis certainement que les grands gagnants seront les partisans, eux qui attendent les Bears avec une brique puis un fanal. Puis je pense surtout à mon chum Renaud Lavoie qui sera là pour de ça. Hey, j'en ai pas parlé là, mais Ben Johnson, dans les candidats favoris pour le coach de l'année, c'est sûr que lui aussi fait partie de la discussion, là. Ben, tu sais, t'as terminé avec la 2e meilleure fiche dans toute la nationale, incroyable. alors que personne t'a voyé dans une division où beaucoup de gens te mettaient 4e. Non, c'est tout un travail qu'il a fait. Il y a beaucoup de bons candidats cette année, mais t'as raison, le nom de Ben Johnson là, doit être parmi les favoris. Passe un excellent week-end de NFL. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.